Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette table ronde, en guise d'introduction à cette journée de réflexion dans le cadre des 50 ans de vacances ULVF. Aujourd'hui, je suis en présence de Michel Desmessines, donc merci d'avoir accepté cette invitation. Et donc, à l'occasion des 50 ans de vacances ULVF, on va pouvoir introduire voilà, du droit aux vacances à l'expérience client et un peu revenir sur la locution du tourisme social. Donc, vous pouvez vous présenter, peut-être donner votre lien éventuel avec Vacances ULVF et nous parler un peu plus à travers votre expertise. Alors, donc, je m'appelle Michel Desmessines, mais je pense que beaucoup de monde me connaît. Je suis présidente de l'UNAT, l'Union nationale des associations de tourisme. Mais par ailleurs, j'ai un long parcours de militante et aussi d'élue. Et j'ai été secrétaire d'État au tourisme dans le gouvernement Jospin entre 1997 et 2001. Et par ailleurs, j'ai aussi été parlementaire, sénatrice du Nord. Voilà. Et là, donc depuis 14 ans, à peu près, j'anime le réseau de l'UNAT, dans lesquels ULVF est adhérent. Voilà, merci de m'avoir invité, ça me fait plaisir. Je suis très heureuse voilà, de participer de cette manière à votre Assemblée générale sur le thème des 50 ans du LVF. Alors, le LVF a 50 ans et en même temps, tous ensemble, nous célébrons en ce moment, et c'est très important, il y a des initiatives dans toute la France, les 90 ans des congés payés qui ont permis à des milliers de salariés de pouvoir partir en vacances grâce à ce temps libéré. Qui n'était pas seulement les 15 jours, mais aussi les 40 heures. Enfin, c'est un moment très important pour la vie des ouvriers à l'époque, qui enfin pouvaient vivre une autre vie que la vie de travail. Et donc, voilà, moi j'ai mes parents et ils avaient 25 ans en 36 et j'ai à côté de moi, je vais vous le montrer, la photo. Je ne sais pas si vous la voyez, c'est la photo de mes parents en 36. Ils avaient donc acheté un tandem parce que ils allaient pouvoir s'occuper leur temps libéré. Là, ils partaient d'un petit village du nord de la France. Ils allaient vers Ypres, en Belgique, parce que là, il y avait des étangs de pêche et c'était leur loisir principal. Et donc, ça représente beaucoup de choses parce qu'en même temps, il y avait les 40 heures, il y avait aussi, comme conquête sociale, le fait qu'on ne puisse pas faire travailler un enfant avant l'âge de 14 ans. Et mon père, le monsieur que vous voyez vous avez vu sur le vélo, lui, il avait travaillé à 11 ans, il était ouvrier du textile. Et depuis ses 11 ans, il travaillait et il n'avait pas vraiment de loisirs. Et comme il était trop petit, on lui avait mis un banc pour qu'il soit à la hauteur des métiers. Et je dis ça, c'est pour montrer la révolution que ça a représenté, ce grand mouvement de 36, qui est une conquête. C'est important de rappeler que c'est une conquête aujourd'hui, parce que ça donne du courage à ceux qui aujourd'hui ont envie d'autres conquêtes, et ça prouve que c'est possible. En 36, donc, on a gagné des congés payés, et en même temps, avec ce temps libre, on a pensé, on devait l'occuper, on devait s'en occuper, on devait le penser aussi avec les travailleurs. Et c'est comme ça qu'est né le tourisme social. Parce qu'avant, le tourisme, c'était réservé aux classes privilégiées. Et toutes les stations qui existaient, les stations balnéaires, les lieux de vacances, n'étaient accessibles qu'à une bourgeoisie. Et enfin, donc, ils allaient pouvoir aussi profiter de ce temps libre, profiter de la découverte de leur pays, des plages, de la mer, de la montagne, mais aussi du sport, de la culture. Et c'était comme ça que les initiateurs de 36
imaginer les vacances. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé le tourisme social, parce que c'était pas un tourisme de consommation, c'était un tourisme pour, après le travail, pouvoir s'émanciper, pouvoir se cultiver, pour avoir des rapports aux autres autrement que dans le lieu de travail. Et donc, c'est pour ça que ça s'est appelé le tourisme social. Alors aujourd'hui, je sais que c'est un mot qui parfois peut apparaître péjoratif. D'ailleurs, vous allez en discuter dans la table ronde. Mais je pense que si on explique dans quel esprit ce tourisme, le tourisme après 36 avait été imaginé et mis en œuvre, pas tout de suite, puisque juste après 36, il y a eu 37, 38, 39, c'était les années de guerre et des années très secouées politiquement, ce qui fait que la mise en œuvre du temps libre de 36, elle n'a vraiment commencé qu'après la guerre, avec, dans l'esprit du Conseil national de la résistance. Elle y est inclue d'ailleurs dans le texte du Conseil national de la résistance. Il y a toute une partie qui est consacrée au temps libre et comment l'occuper et à quoi ça pouvait servir pour les populations. Et donc, nous sommes nés de cette histoire, nous, le tourisme social et grand nombre d'acteurs qui existent encore aujourd'hui. Mais à l'époque, dans cet élan, comme il était pensé de cette façon et qu'il n'y avait pas d'équipement touristique dans les années 50, il n'y avait rien. Il n'y avait que les stations balnéaires qui étaient réservées au public favorisé. Il a été donc décidé de créer partout en France des équipements, de l'hébergement. Et donc, il y a eu un grand élan. Et cet élan a été rendu possible grâce à une alliance très forte de l'époque et des gouvernants de l'époque et des structures de l'époque. Alors, donc, grâce à cette alliance dans laquelle il y avait l'État, bien sûr, qui s'investissait, il y avait aussi les grands mouvements d'éducation populaire qui étaient en train de naître et de s'organiser. Certains étaient nés déjà avant, en 36, je pense à Léo Lagrange qui a été créé en 36, mais c'est les grandes associations et aussi grâce à la création des comités d'entreprise. Il y avait 3 piliers auxquels s'associaient des structures qui étaient aussi engagées dans l'application du Conseil national de résistance, comme les mutuelles, les caisses de retraite, les caisses d'allocation familiale et aussi les collectivités locales. Et toute cette alliance, à partir des années 50 et avec l'apogée dans les années 70, a investi dans des structures d'hébergement partout en France et sur les plus beaux lieux de notre tourisme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est très fiers d'avoir un patrimoine dans les plus beaux sites de la première destination touristique au monde, qui est la France. Et on est présent en montagne dans les plus belles stations, on est présent sur le littoral dans les plus belles stations, mais on est aussi présent à l'intérieur du pays, en zone rurale. On a une offre très diversifiée. Et donc, on a construit donc, ce patrimoine et appeler les salariés à partir en vacances, leur donner les moyens de partir en vacances, grâce aussi à des aides à la personne. Et quand je parle des comités d'entreprise, ça a été leur structure principale. D'abord, d'investir dans des villages de vacances et après, de participer avec les budgets des comités d'entreprise qu'ils avaient obtenus. C'est un salaire différé des entreprises. Ils ont créé des aides au départ. Et ça a permis toute cette période de démocratisation des vacances qui a duré vraiment jusque dans les années 90, à un moment où quand même la France allait bien, on l'appelait les 30 glorieuses, où il y avait beaucoup de grandes entreprises, beaucoup de production industrielle, des salaires décents. À l'époque, il y avait encore des salaires décents, même s'il y avait beaucoup de luttes pour avoir de meilleurs salaires. Et c'est ça qui a permis ce que j'appelle la première démocratisation du tourisme. Et ça, c'est grâce au tourisme social. En plus, le tourisme social avait un esprit des vacances qui était
pas de la consommation, mais de l'émancipation avec la culture, avec le sport, avec aussi une place pour chacun, avec les clubs d'enfants. Le tourisme social a inventé les villages de vacances qui ont été repris après par le secteur privé. Et un des premiers qui a repris le modèle, qui avait été créé de cette manière, c'est le Club Méditerranée avec Gilbert Trigano. C'est lui premier qui a choisi ce modèle, sauf après qu'il l'a développé, mais pour les classes plus favorisées. Mais c'était vraiment le modèle qui avait permis de démarrer la démocratisation des vacances. Alors aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on l'a appelé le tourisme social, mais social dans un espace, enfin dans une vision très large. Et je pense qu'il faut évidemment aujourd'hui, si on ne dit pas, si on ne rappelle pas l'histoire, si on ne rappelle pas tout ça, et si on n'explique pas comment ça s'est fait, c'est-à-dire avec une alliance de l'État, des grandes institutions, des comités d'entreprise, on ne peut pas faire comprendre ce que veut dire ce mot. Parce que souvent ce mot aujourd'hui, il est interprété comme un tourisme bas de gamme pour pauvres. C'est pas ça du tout, et on le sait bien, puisque dans nos villages de vacances, c'est vraiment pas ce que nous faisons. Alors aujourd'hui, évidemment, depuis les années 90, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il reste toujours 40% de Français qui ne partent pas en vacances. Bon, on sait un peu les raisons. Les salaires ont baissé, l'industrialisation, qui a fait que les grands comités d'entreprise de l'industrie qui portaient sur leurs épaules un peu ce modèle, certains ont disparu. Voilà. Et puis le chômage aussi, ça a créé un coup d'arrêt. Et aujourd'hui, c'est très difficile à redémarrer dans le sens où il n'y a plus beaucoup d'aide à la personne à cause de la faiblesse aussi des moyens des comités d'entreprise. Mais je pense que l'histoire n'est pas finie. D'abord, nous avons un patrimoine important sur l'ensemble du territoire. Sans ces hébergements, aujourd'hui, on ne parlait plus de ces vacances. Et ces hébergements continuent à exister parce qu'il y a une volonté farouche des associations qui les animent et qui les possèdent, des comités d'entreprise qui les possèdent, de faire perdurer ce modèle. Et donc, on se bat chaque jour avec le réseau UNAT pour faire entendre cette voix, celle que je porte, auprès des pouvoirs publics, mais auprès de nos acteurs, auprès de la caisse d'allocation familiale, pour préserver quand même, dans toutes les politiques, le départ en vacances. Parce que le départ en vacances, et c'est ce qu'on a fait avancer dans la dernière période avec notre plaidoyer, le droit aux vacances, c'est un droit fondamental comme les autres droits fondamentaux que sont le travail, la santé, l'accès aux droits, l'accès au logement. Et donc, ça devrait être pris en compte par tous, par toutes les structures, toutes les institutions. Et on se bat pour ça, et je pense que, bon, on marque des points. Je ne dirais pas qu'on avance, mais on marque des points. L'enjeu principal aujourd'hui, d'abord, c'est d'être fier de ce qu'on représente, c'est de parler de nos valeurs à nos clients, à nos clientèles, aux gens qui nous entourent. Et je pense que ces 90 ans, ça nous a donné l'occasion. Et en ce moment, on a un très gros projet qui UFL doit connaître parce qu'il est porté aussi par Parcours Vacances, qui est de célébrer les 90 ans et d'expliquer ce que je suis en train de vous expliquer dans tous les villages de vacances, dans le cadre de la politique d'animation, en faisant la fête avec un spectacle, et en invitant autour de nous à promouvoir ce que vraiment on représente. Alors, il nous reste un enjeu qui est l'enjeu principal aujourd'hui, c'est l'état de notre patrimoine et les moyens et investissements que l'on a besoin pour pouvoir le mettre à un bon niveau. C'est la préoccupation de tous les opérateurs, je le sais. Et là, donc, on a toute une action qui est entreprise vis-à-vis des pouvoirs publics et notamment vis-à-vis du gouvernement et du ministère du Tourisme pour travailler à ce qu'on ait une vision à 10 ans d'investissement disponible qui nous permette
de remettre à niveau l'ensemble de notre parc. Et je pense que le tourisme social, il a encore un avenir. Et je pense que les jeunes, parce que je sais qu'il y a la préoccupation des jeunes générations dans la table ronde qui va arriver là tout à l'heure, les jeunes, c'est parce qu'ils ne connaissent pas notre tourisme. Et puis peut-être qu'on ne connaît pas suffisamment les besoins des jeunes non plus. Il y a quand même quelque chose à faire de ce côté-là. Mais de plus en plus, les jeunes recherchent une économie plus juste, un modèle économique plus juste. Et nous, on est ce modèle économique plus juste, puisqu'on est des associations à but non lucratif. Et qu'en fait, on a une gestion désintéressée, et que ce sont les conseils d'administration qui prennent les grandes décisions. Quand on sait que les organisations syndicales n'ont de cesse de réclamer plus de pouvoir pour les travailleurs dans l'entreprise, eh bien nous, avec notre organisation, on offre quand même une gestion qui est partagée, notamment entre le conseil d'administration, évidemment, et l'équipement. Et on est à but non lucratif. Les excédents servent à réinvestir. Et donc, on est un modèle qui est non capitaliste et qui, malgré tout, montre sa capacité à offrir une offre de vacances de qualité et surtout les plus beaux sites de la France. Donc, je pense qu'on peut être fier de ce qu'on est et fier de ce qu'on pourrait être dans l'avenir, parce que je pense que la jeunesse aujourd'hui, elle est avide qu'on change de système. Et nous, on est déjà un exemple du changement de système. Alors, voilà, soyons offensifs avec notre tourisme social.